j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo du mois de février et donc cette deuxième vidéo sur des couples. Dimanche dernier, j'ai fait une vidéo sur Leighton Meester et Adam Brody et ce dimanche, comme vous le voyez, je vais parler de Emily Blunt et John Krasinski. Comme je le fais dans toutes mes vidéos sur des couples, une première partie va être consacrée à Emily Blunt, la deuxième partie va être consacrée à John Krasinski et la troisième partie va être consacrée au couple, comment ils se sont rencontrés et comment ça se passe aujourd'hui. Voilà, let's go! Emily Blunt, elle est née le 23 février 1983 à Londres et elle vient d'une famille modeste. On doit peut-être pas tous avoir la même définition de modeste. Sa mère, elle était professeure et ancienne actrice et son père, c'était un avocat. Avocat qui a même travaillé pour la famille royale, ce qui fait que Emily, elle avait rencontré la reine-mère. Donc quand on me dit famille modeste, on doit pas avoir la même définition les gars. En tout cas, Emily, elle avait une vision de l'acting au début qui était vue comme quelque chose de très dur à atteindre et très compliqué à obtenir puisque sa mère c'était une ancienne actrice et elle a dû beaucoup sacrifier pour sa famille, pour ses enfants parce que le père était pas très présent à cause de son travail. Du coup, depuis qu'elle est toute jeune, Emily elle avait vraiment cette image de l'acting en mode j'y arriverai jamais quoi. Surtout que s'ajoutait à ça que quand elle était petite, elle bégayait fortement. Elle a pris du coup des cours de communication et de relaxation. Ça marchait pas super bien jusqu'à ce qu'on lui encourage à faire du théâtre et faire des accents pour ses rôles. Et du coup, à partir de là, elle a réussi à vaincre son trouble grâce à l'acting, grâce au théâtre. Et donc, elle se démarquait de plus en plus au niveau de ses pièces de théâtre. On lui a proposé un rôle quand même assez conséquent quand elle avait 17 ans et ça lui a beaucoup plu. Et donc c'est là qu'elle s'est dit j'ai quand même bien envie de partir là-dessus, au niveau de ce métier-là. Et sa mère, elle va l'encourager. Roger, qui était un agent justement, il est venu à cette fameuse représentation quand elle avait 17 ans et il a tout de suite trouvé qu'elle était incroyable. Du coup, il a proposé de l'aider. Et elle a accepté. Il faut savoir que Roger, c'est encore son agent aujourd'hui. Par la suite, elle s'est inscrite à l'école Hurtwood House à Surrey. Et suite à ça, elle va se faire encore plus remarquer et elle va signer avec un manager, Chris, quand elle va avoir 19 ans. Et c'est encore son manager aujourd'hui. Et à partir de là, Emily, elle va vraiment avoir une carrière très grande, très développée, très riche. Comme dans mes autres vidéos, je vais pas vous parler de tout ce qu'elle aura fait parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de parler des choses les plus marquantes ou en tout cas des choses qui m'ont marqué moi. En 2001, elle va avoir son premier rôle au théâtre dans Royal Family et elle va travailler avec Judi Dench. Et Judi Dench, c'est quelqu'un et elle va du coup la prendre un peu sous son aile et elle va beaucoup la conseiller et beaucoup lui apprendre. En 2002, elle va obtenir le rôle de Juliette dans la production de théâtre anglaise Roméo et Juliette. En 2003, elle va jouer dans le film Warrior Queen. En 2004, My Summer of Love. Ce film-là, c'était la première fois qu'elle avait un rôle à la télé, genre vraiment mis en avant. Et du coup, ça a beaucoup attiré l'attention. Et c'est surtout qu'en plus, ce film-là, il y avait beaucoup d'improvisation. Donc ça montre un certain talent quand tu es capable d'improviser. En 2006, il va y avoir, je crois, le film pour lequel beaucoup de gens la connaissent. C'est The Devil Wears Prada. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils sont en train de préparer une suite à l'heure actuelle. Et à la base, quand elle est venue auditionner, elle venait d'auditionner pour un autre film et c'est juste on lui a dit viens, on a un autre film à te proposer, viens auditionner pour ce film. Elle était pressée, elle était un peu toute chamboulée, elle avait pas prévu ça. Donc quand elle est allée auditionner, elle a fait ça super rapidement, du coup elle était pas du tout sûre de l'avoir. Et pourtant, vous le savez, ça a plu. La seule chose, c'est qu'il voulait du coup qu'elle revienne pour auditionner une deuxième fois et qu'elle soit habillée un peu plus stylée. Vu que le but du film, c'est la mode, à ce moment-là, vu qu'elle sortait un peu d'une autre audition, qu'elle était pressée, elle n'était pas forcément habillée de la meilleure des manières. Mais comme vous le savez par la suite, de toute façon, elle a obtenu le rôle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle et Anne Hathaway, du coup, elles ont dû toutes les deux suivre un régime bien spécifique pour paraître plus fines dans ce film. Et en plus, Meryl Streep, du coup, elle a voulu un peu faire du method acting et du coup ça m'a beaucoup fait penser à Diane Keaton dans le film The Family Stone qui a voulu faire pareil. Le method acting, c'est quand tu es tellement à fond dans ton personnage que du coup tu agis même en dehors des scènes, t'agis comme ton personnage. Et du coup, comme vous le savez, dans le film The Devil Wears Prada, le rôle de Meryl, il est hyper froid et méchant et du coup ce qui fait que même en dehors du tournage, elle était froide et méchante avec Anne et Emily. Et ce qu'au final, Meryl, elle aura vite regretté ce comportement parce que du coup,
elle voyait que tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait ensemble et du coup elle était un peu dans son coin, dans son method acting, du coup elle se sentait un peu mise de côté. Enfin bref, comme vous savez, ce film ça a eu un énorme succès, il y a eu plusieurs nominations et elle a eu une nomination pour meilleure supporting actress. Par la suite, donc elle aura fait plusieurs films. En 2009, il y aura eu The Young Victoria. En 2014, The Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Et d'ailleurs, pour ce film, elle a dû apprendre du Krav Maga. Et elle va expliquer que c'était un des films qui était, si ce n'est le plus dur physiquement pour elle. Et que le premier jour de tournage, elle a carrément pleuré. Elle s'est dit, mais j'en serais pas capable. Et Tom, il avait un peu regardé en mode, mais c'est qui celle-là? Bon, au final, elle a réussi, évidemment. En 2014, elle va jouer dans le film Into the Woods. Et du coup, elle va pouvoir montrer qu'elle a aussi des talents en tant que chanteuse. À savoir, et ça je le savais pas, que à la base, elle devait jouer le rôle de Black Widow, du coup de Natasha, dans Iron Man 2. Sauf qu'en fait, il y avait un problème au niveau de son emploi du temps. Elle était trop occupée, elle pouvait pas venir. Donc ils ont donné le rôle à Scarlett Johansson. Et moi personnellement, j'arrive pas à voir quelqu'un d'autre que Scarlett Johansson. Mais bon, ils voulaient vraiment intégrer Emily Blunt dans le MCU. Si bien que par la suite, ils lui ont proposé le rôle de Agent Carter dans le film Captain America. Mais cette fois-ci, elle a refusé. Et vous verrez aussi que du coup, son mari John, lui aussi, avait un petit peu un pied dans le MCU. Mais bref, on en reviendra plus tard. On continue avec Emily. En 2018, elle va jouer dans le film A Quiet Place, qui était du coup un film qui était dirigé et écrit par son mari. Il faut savoir qu'au début, elle était pas super sûre que son mari saurait diriger un film, parce que jusqu'ici, elle l'a jamais vu faire. Et donc elle s'est dit, ah là là, est-ce qu'on va faire un flop? Parce que l'histoire est quand même bien, donc il faudrait quand même qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Mais au final, il va la surprendre parce que vu que c'est un bon acteur, il savait aussi être un bon directeur. Et au final, ça va être une énorme réussite, si bien qu'elle va remporter une récompense pour sa prestation. Et elle va évidemment beaucoup remercier son mari dans son discours, puisque c'est lui qui lui a proposé le rôle, enfin qui lui a donné le rôle et c'est lui qui a dirigé le film quoi. Mais bref, encore une fois, on en parlera un peu après de ce film parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vu qu'ils ont tous les deux travaillé dessus. En 2018 encore, elle va jouer dans le film Mary Poppins Returns. Je ne l'ai pas vu, je me suis dit qu'il fallait que je le regarde un jour, mais vu que moi je suis une puriste et moi c'est Julie Andrews Forever, Mary Poppins, c'est un de mes films préférés Disney avec Peter Pan, c'est mes deux préférés. Du coup, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on touche à mes classiques. Je me suis rendu compte qu'elle s'est beaucoup investie dedans. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je le regarde. Mais c'est vrai que de prime abord, j'étais un peu réticente. Mais justement, elle était super stressée, elle avait beaucoup de pression à l'idée de prendre le rôle de Mary Poppins et de passer après Julie Andrews. En même temps, je la comprends, tu m'étonnes. Elle a décidé de pas regarder le Mary Poppins original au moment du tournage parce qu'elle justement, elle voulait pas être influencée et elle voulait vraiment donner sa propre version du rôle. Et ce qui était en plus super compliqué pour elle parce que ses filles adorent le film Mary Poppins avec Julie Andrews. Elles sont littéralement amoureuse de Julie Andrews. Donc ça lui mettait encore plus la pression en tant que maman de devoir satisfaire à la fois un public mais aussi ses filles. Mais bref, comme vous savez, ça a aussi été une énorme réussite. De toute façon, Emily Blunt, elle a eu très peu de flops, soyons honnêtes. En 2021, elle va jouer dans le film Jungle Cruise et elle a dit que ça c'était un des films où elle s'est le plus amusée sur le tournage avec les acteurs. Et en 2023, elle va jouer dans le film Oppenheimer. Je sais même pas si je dois expliquer à quel point ce film a eu un impact et à quel point il a eu un succès, mais il a eu énormément de nominations et de récompenses aux Oscars. Et pour elle, c'était une super expérience et elle a pas hésité une seule seconde. Quand Christopher Nolan t'appelle, en fait, tu réponds et tu débarques. Donc ça, c'était niveau carrière, mais il n'y a pas eu que ça, faut savoir que quand elle était plus jeune, on lui avait proposé de signer avec un label pour faire de la musique, donc ça m'a vraiment beaucoup fait penser pour le coup à Layton. Mais elle avait refusé parce que elle dit que si à la fois elle faisait de la musique, elle faisait de l'acting, ce serait pas assez clair. Du coup, elle a préféré que se concentrer sur l'acting et du coup elle a refusé de faire de la musique. Un petit fun fact que je trouvais trop drôle, c'est que elle est la sœur par alliance de sa co-star Stanley Tucci, donc les deux ont joué dans le film Devil Wears Prada, parce que lui s'est marié avec la sœur de Emily, Felicity, en 2012. Franchement, trop drôle. Et sinon, niveau personnel, il faut savoir qu'elle travaille avec beaucoup d'associations, dont The American Institute for Stuttering depuis 2006. Donc stuttering, c'est le fait de bafouiller, de bégayer. Et donc vu qu'elle avait des problèmes quand elle était plus jeune, c'était important. Un peu comme Layton qui a voulu se servir de son passé pour aider aujourd'hui. Et là, Emily, c'est pareil. Elle a voulu se servir de ses difficultés quand elle était plus jeune et d'aider les gens à l'heure actuelle qui ont ces problèmes-là. Ça n'a pas non plus été hyper facile pour elle. Elle a beaucoup été jugée pour son physique pendant très longtemps. Il mettait plus d'importance sur son physique que sur sa carrière, donc ça n'a pas été facile pour elle, mais elle s'est vraiment démenée pour qu'on arrête de parler d'elle par rapport à son physique, mais plutôt par rapport à sa carrière, et je trouve qu'elle a réussi. Et c'est vrai qu'en tant que femme, c'est toujours hyper dur, on te prend
très rarement au sérieux et on va plus souvent se concentrer sur tes émotions, ton physique, ta vie personnelle plutôt que ce que tu réalises dans ta carrière et de quoi tu es capable, ce qui est toujours un peu dommage, mais elle, je trouve qu'elle a vraiment tout déchiré. Et même avec une relation amoureuse aussi médiatisée qu'elle a avec John, elle a quand même réussi à se faire un nom en tant que personne et surtout en tant que super actrice en fait. Mais passons du coup maintenant à John. Lui, il est né le 20 octobre 1979 dans le Massachusetts. Il a 2 grands frères. Son père, c'est un docteur et sa mère a été infirmière. Donc le même secteur finalement. Et il a grandi quasi toute sa vie du coup à Boston. Et ça je ne le savais pas, mais il faut savoir que lui et BJ Novak, il joue dans la série The Office, c'est celui qui joue Ryan. Et bah eux en fait ils se connaissaient depuis qu'ils étaient super jeunes, en fait ils se connaissaient à l'école, ils étaient potes. Et ils se sont un peu perdus de vue avec le temps, mais comme quoi ils se connaissent depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs BJ qui lui a proposé son premier rôle quand ils étaient au lycée, donc c'était une production lycéenne, mais quand même c'est BJ qui a dit à John viens pour jouer ce rôle, je trouve que ça tirait super bien. Bref, par la suite John il est allé à l'université de Brown qui est une vraiment très très bonne école et il a étudié l'écriture de pièces de théâtre, mais ce qu'il faut savoir c'est que pour faire ces études là fallait déjà avoir un diplôme, c'est comme une option, tu sais tu peux pas juste faire ça, fallait que t'aies aussi déjà un diplôme et du coup il a choisi le diplôme de littérature anglaise, donc c'était un peu le truc basique, genre quand tu sais pas quoi faire, tu choisis English Lit. Et du coup, il a choisi ça, il a eu son diplôme et du coup après, il a pu faire la spécialité en écriture de pièces de théâtre. Il a été une des rares personnes à être acceptée dans la formation d'écriture justement parce que c'était quelque chose qui était très demandé. Donc il a réussi à en faire partie. Et au même moment de tout ça, il avait aussi un groupe de sketch qui s'appelait Out of Bounds parce que l'humour, ça faisait quand même partie de son ADN finalement à John. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'était pas non plus hyper à fond dans l'acting. Il avait joué une petite pièce au lycée quand il était avec BJ. C'était vraiment jamais vraiment intéressé au fait d'être acteur. Sauf que à ce moment-là, il y a un de ses amis justement qui va lui proposer de participer à une production de théâtre et il va accepter. Et c'est là qu'il va se dire que ouais, l'acting finalement c'est pas trop mal alors que c'était pas du tout le cursus qu'il avait choisi. Jusqu'ici, il faisait rire des gens avec les sketchs et là en fait, il se rendait compte qu'il arrivait à créer d'autres émotions aux gens et à les faire rigoler, mais à les faire pleurer, à les faire sourire et du coup, il aimait beaucoup cet aspect-là de l'acting. Et donc après avoir obtenu son diplôme, parce que les études c'est quand même important, il a déménagé à New York pour vraiment se concentrer sur sa carrière d'acting. Au début c'est hyper compliqué pour se faire de l'argent, donc il a enchaîné beaucoup de métiers, donc il a été serveur pour payer les factures, donc c'était vraiment son boulot alimentaire. Et il avait aussi du coup en même temps des petits rôles dans des pièces de théâtre. Il a aussi fait des publicités, enfin tu sais au début ils acceptent un peu tout ce qu'il y a parce que ils ont besoin de se faire de l'argent, ce qui est totalement normal. Et faut savoir que sa mère, elle lui a dit je ne veux pas être la mère qui va te demander d'arrêter de croire en tes rêves, je veux pas être cette genre de mère. Donc s'il te plaît, de toi-même comme un grand, si au bout de 3 ans tu vois que ça ne marche pas, ne t'acharne pas. Elle voulait pas que ça vienne d'elle, elle voulait pas être la mère qui allait l'empêcher de rêver, donc il fallait que ça vienne de lui et du coup il a dit ok. En 2000, il va jouer dans la série Law and Order. Vraiment, comme je vous avais dit dans la vidéo sur Layton et Adam, ils passent tous par cette série, c'est fou hein. Il a aussi eu un petit rôle dans CSI, donc c'est des petits rôles qui lui donnent de l'expérience, mais c'est pas non plus ça qui le rend populaire. En 2002, il va jouer dans le film Kenzie, et là c'est vraiment son premier grand rôle. Sauf que le problème c'est que suite à ça, il n'y a pas de nouveaux projets en vue. Donc ça a bien marché, mais ça s'arrête là. Et du coup, il va appeler sa mère, il va lui dire écoute, ça va faire 3 ans. Et tu m'avais dit que au bout de 3 ans, si ça marchait pas, j'allais arrêter. Donc je pense que je vais venir à Boston. Et sa mère, elle lui dit écoute, laisse-toi encore quelques mois, on sait jamais, là peut-être que c'est encore un peu trop tôt. Et au final, elle avait raison parce que quelques semaines plus tard, donc on était en 2025, il va obtenir le rôle de Jim Halpert dans la série The Office, donc vraiment le rôle qui va faire décoller sa carrière. J'ai l'impression que tous les acteurs ont un peu une histoire drôle à raconter sur leurs auditions, et lui c'est pareil, il était pas encore passé au niveau des auditions pour The Office, il était dehors en train de bouffer un sandwich et là il y a un mec qui vient le voir et qui lui dit alors comment tu te sens, est-ce que t'es à l'aise et tout, et John il va lui dire écoute moi j'ai beaucoup adoré la série The Office UK, donc la version anglaise, et les Américains ils ont toujours un don pour tout gâcher, donc franchement j'espère qu'ils vont pas faire de la merde. Et en fait le mec avec qui parlait c'était Craig Daniels, du coup le directeur de la série, donc il en a bien rigolé, il est retourné voir toutes les personnes là qui étaient en train de faire les auditions pour raconter il y a ce mec, il est en train de dire qu'on n'a pas intérêt à faire de la merde. Du coup quand John il est entré dans la salle pour passer son audition, tout le monde était un peu détendu, il y avait un ton de l'humour, du coup il s'est servi de cette énergie là pour jouer avec eux et pour rigoler avec eux, et écoute ça a marché hein. Et comme vous le savez, il a du coup retrouvé son ami BJ Novak sur le tournage. Et d'ailleurs, au moment des auditions, quand il a vu BJ, il s'est dit
Ok, si BJ il est là, c'est foutu pour moi, j'aurai jamais le rôle. Mais BJ il lui a dit qu'il venait pour auditionner pour le rôle de Ryan et du coup il s'est dit ah yes, s'il est pas là pour le rôle de Jim, alors j'ai peut-être une chance de réussir. Et bref, comme vous le savez, cette série l'a vraiment propulsé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo fax sur la série The Office, n'hésitez pas à aller la voir. Et d'ailleurs, suite au succès de la série, il a été nommé comme l'homme le plus beau par les magazines People. Et c'est vrai qu'il est charmant quand même. Et donc, comme je vous ai dit, lui aussi était étroitement lié à l'univers Marvel, puisque on lui avait proposé le rôle de Captain America, donc dans le premier film. Dans un monde parallèle, on aurait eu Agent Carter, qui était interprété par Emily Blunt, et Captain America qui était interprété par John Krasinski. Genre c'est fou. Expliquer que il était en train d'essayer le costume de Captain America. Et du coup là il voit passer Chris Hemsworth en tenue de Thor. Et du coup il a regardé son corps et il s'est dit ok c'est foutu, j'aurai jamais le rôle. Mais John, faut pas dire ça. Enfin bon du coup il l'a pas eu c'est vrai. Mais je crois pas que ce soit par rapport à son corps. C'est juste que Chris Evans je pense qu'il a tout déchiré. Bref, en 2012 il va jouer dans le film Promised Land et il va pas que jouer, il va aussi produire le film. En 2018, il y a du coup le film A Quiet Place dont je vous avais parlé qui va diriger et coécrire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les films d'horreur, c'est pas du tout son truc. Genre, il aime pas du tout ça. Mais quand il a eu le script, il a vu le potentiel, il s'est dit putain, je peux en faire quelque chose. Du coup, avant de faire le film, il a passé des mois et des mois à regarder que des films d'horreur, à écouter que des musiques d'horreur pour vraiment être baigné dans l'univers et pour pouvoir au mieux diriger un film d'horreur. Donc il était vraiment investi. Pour lui, c'était un point non négociable avec le studio. Il a voulu engager une jeune actrice sourde pour jouer le rôle de sa fille parce que pour lui, c'était important de savoir ce que ça faisait justement de ne pas entendre et de ne pas pouvoir parler et d'avoir le ressenti de quelqu'un qui vit ça au quotidien. C'était important pour lui pour rendre les choses encore plus réalistes. Et donc, faut savoir qu'au début, il voulait pas demander à Emily de jouer le rôle principal de sa femme dans le film. Lui, il savait qu'il allait jouer le rôle du mari. Mais il s'est dit, j'ai pas envie de demander à Emily et qu'elle accepte juste pour me faire plaisir parce que je suis son mari. Du coup, lui, il s'est dit, bah non, je vais demander à quelqu'un d'autre. Sauf que Emily, elle a vu le script et elle a dit, ah non, 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 tu appelles cette personne, tu annules, je veux jouer le rôle. Et du coup, lui, il était ultra stressé pour ce film. Emily était nerveuse de travailler avec lui, mais lui, il était nerveux juste de la réaction des téléspectateurs parce que c'était un film qui avait beaucoup de sens pour lui et qu'il a beaucoup travaillé dessus. C'était pas juste un rôle, là pour le coup, il l'a vraiment dirigé, il l'a écrit, donc c'était vraiment un peu son bébé. Et donc, il a eu très très peur, mais il fallait pas qu'il s'inquiète parce qu'au final, ça a été un énorme succès, si bien que ça a généré une suite en 2020. Enfin, du coup, c'est sorti en 2021 puisque la pandémie, tout ça, tout ça. En 2022, il va enfin rentrer dans le MCU, donc dans le Marvel Cinematic Universe, dans le film Doctor Strange The Multiverse of Madness. Il me semble que j'ai fait une vidéo sur ce film-là parce que ça m'avait beaucoup marqué. Les fans voulaient vraiment qu'il intègre le MCU et qu'il joue le rôle de Reed Richards. Et du coup, les fans ont été un peu déçus qu'il soit là si peu, enfin que sa présence à l'écran soit si courte. Après, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus même de la manière dont il est mort, etc. Enfin, bref, je suis pas là pour parler de ce film-là. Allez, venez, on en parle dans les commentaires de cette vidéo au pire. Donc ça, c'était niveau carrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même une super personne, John, parce que pendant la pandémie, il a créé une chaîne YouTube parce qu'il voulait donner un peu d'amour et de lumière au monde avec tout ce qui se passait. Donc il s'est dit, tiens, je vais essayer de faire rire un peu les gens. Et donc il a créé sa chaîne qui s'appelait SGN, donc Some Good News, donc des bonnes nouvelles. Et avec cette chaîne YouTube, il a du coup organisé une réunion avec le cast de The Office. Il a aussi créé une réunion avec le cast de Hamilton, qui est du coup une production musicale. Il l'a fait parce qu'il y avait une fan qui avait des billets pour aller voir la comédie musicale, mais avec la pandémie, ça a été annulé. Du coup, elle a jamais pu aller voir la représentation. Et du coup, il l'a pris elle en visio et il a du coup fait venir tout le cast en visio pour qu'il lui fasse une représentation. Donc évidemment que c'est pas la même chose qu'en vrai, mais c'est quand même hyper mignon. C'était beaucoup d'œuvres caritatives un peu comme ça qu'il faisait. Il y avait une classe qui devait faire une soirée bal de promo, mais du coup, encore une fois, pandémie faisait que c'était pas possible. Donc il a organisé un bal de promo en visio et il a fait venir Billie Eilish, les Jonas Brothers, donc le mec il fait pas les choses à moitié. Enfin bref, comme vous le voyez, ce sont vraiment tous les deux des super acteurs et des super bonnes personnes. Mais justement, parlons du couple en fait. Niveau passif de Emily Blunt, elle est sortie avec Michael Bublé de 2005 à 2008. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Michael Bublé si vous voulez aller la voir. Et quant à lui, John, il est sorti de 2005 à 2006 avec sa co-star de The Office, Rashida Jones. Et il est aussi sorti avec Renée Zellweger en 2007. Donc voilà niveau passif pour eux. Faut savoir qu'ils se sont rencontrés en 2008. Donc en fait, ils étaient tous les deux au resto. Elle était avec un ami à eux qu'ils avaient en commun. Et lui, il venait d'entrer dans le restaurant avec un de ses amis. Et donc, l'ami avec qui Emily elle était, il a vu John entrer. Du coup, il s'est dit, ah John, viens parler avec nous. Et du coup, John, il a complètement abandonné son pote. Pote qui était d'ailleurs Justin Theroux.
donc c'est pas n'importe qui, mais bon bref, John, il a vu Emily Blunt, s'est dit je prends l'occasion pour aller lui parler, parce qu'il faut savoir que le mec c'était un grand fan de The Devil Wears Prada, donc se dire qu'il allait pouvoir rencontrer Emily Blunt, comment te dire que entre ses potes et sa future femme, il a direct choisi sa future femme. Et franchement, ce serait pas attendu à autre chose, mais il a passé la soirée à la faire rire. Il faut savoir qu'en plus, elle, à ce moment-là, elle était célibataire et elle voulait vraiment profiter de sa vie de célibataire. Elle était en couple depuis 3 ans avec Michael Bublé, donc là, il s'est dit, c'est bon, je profite. Donc elle s'attendait pas à rencontrer l'homme de sa vie, finalement. Et lui, de son côté, comme je vous ai dit, c'était un grand fan de The Devil Wears Prada, mais il était aussi ultra fan d'elle et il s'est toujours dit qu'elle était trop bien pour lui, qu'elle était hors de sa ligue. Mais faut pas penser comme ça, j'aime pas les gens qui pensent comme ça, genre ça ne veut rien dire hors de ta ligue. Non. En tout cas, pour leur premier date, il va décider de l'emmener dans un lieu de tir. Et je trouve que c'est très américain pour le coup. Je crois qu'il y en a en France, mais bref, le fait de proposer ça comme premier date, je trouve ça fait très très américain. Et donc pour le coup, c'était vraiment un choix à double tranchant. C'était un risque à prendre, mais au final, ça a plu. Et dès le premier date, ils ont su immédiatement que l'autre, c'était l'amour de leur vie. Et donc en 2009, il y aura une demande en mariage. En 2010, ils vont se marier en Italie, dans une des propriétés de George Clooney. Parce qu'en fait, George, il leur a proposé plusieurs fois, venez à ma résidence, et à chaque fois ils disaient non, parce qu'ils pensaient qu'ils rigolaient, et au bout d'un moment il leur a dit mais non, mais je rigole pas, venez, faites votre mariage là-bas. Du coup ils ont fini par accepter, et donc ils ont invité plein de stars. Donc il y avait évidemment George Clooney, du coup c'était sa propriété, il y avait Meryl Streep, évidemment parce que les deux ont travaillé avec elle, il y avait David Schwimmer, il y avait Matt Damon qui a travaillé du coup avec les deux et qui était très proche avec John. Et bref, ils avaient un petit nom de couple qui était les Crunts, Krasinski, Blunt, Crunt, you get it. Et ce qui est drôle dans leur couple, c'est que lui, très américain, il adore la complimenter, il lui jette des fleurs tout le temps. Et elle, très anglaise, très british, elle déteste ça. Genre vraiment, lui hérisse les poils quand on lui fait des compliments. Et elle arrive pas à se complimenter elle-même. Apparemment, ça je ne sais pas, hein, mais c'est à force de voir des interviews, les british, ils ont beaucoup de pudeur à ce niveau-là. Donc ils ont eu 2 filles, Hazel en février 2014 et Violet en juin 2016. Et souvent les filles vont venir avec eux sur leur tournage, comme ça ils sont toujours ensemble. Même eux, ils vont beaucoup voyager pour être sur le tournage, rejoindre les autres, la famille sur les plateaux de tournage. En fait, ils arrivent à trouver un bon équilibre entre leur travail personnel, mais aussi le travail de l'autre partenaire et les enfants et la vie de famille. Et donc, comme je vous ai dit, en 2018, ils ont en effet travaillé ensemble sur le film The Quiet Place. Et John, il a expliqué qu'il a adoré l'expérience et c'est surtout qu'il a pu constater par lui-même à quel point c'était une actrice incroyable. Jusqu'ici, il le savait, il voyait les films et c'était sa femme, il l'aimait. Mais là, il a pu vraiment voir le point de vue d'un directeur et il a pu la voir faire. Et il a dit que justement quand elle entrait dans une pièce et quand elle se mettait à jouer, l'air autour d'elle changeait. Genre il y avait un truc qui faisait que elle captivait les gens. Déjà qu'il lui faisait beaucoup de compliments, mais alors à partir de là, laisse tomber. En fait, il a pu constater par lui-même pourquoi elle était autant respectée dans le métier. Et donc elle, en retour, comme je vous ai dit, quand elle a eu sa récompense, elle l'a beaucoup remercié, elle a beaucoup plébiscité lui en tant que directeur, en tant qu'acteur, en tant que partenaire. Donc vraiment, c'est donnant-donnant, l'amour, il se le renvoie, il se le donne, c'est trop beau. Et donc les deux ont expliqué que ce film, je l'ai jamais vu, mais je crois que ça me motive pour le coup à le voir. Que pour eux, c'était une lettre d'amour pour leur enfant. Alors dit comme ça, on est sur un film d'horreur, donc ça paraît étrange, mais en fait, c'est pour montrer à quel point tu fais tout pour tes enfants, tu ferais tout pour les protéger parce que tu les aimes. Quand il a écrit le script, il l'a écrit avec sa famille en tête, avec sa femme en tête, avec ses enfants en tête. Donc pour eux, c'est vraiment une lettre d'amour pour eux. Et petit fact drôle, pour promouvoir le film A Quiet Place, du coup pour récolter de l'argent pour une association, ils vont organiser un double date avec eux. En gros, ils vont faire une demande, comme ça ils vont faire une vidéo qui est d'ailleurs hilarante, où ils vont dire on recherche un couple pour passer un double date avec nous. Pour être tiré au sort, les gens devaient donner de l'argent et du coup tout l'argent qui était récolté est pour l'association. Et donc ça a aussi pu permettre de mettre en avant le film A Quiet Place. Et ça a super bien marché, c'est pour ça qu'ils ont renouvelé l'expérience pour le deuxième film, A Quiet Place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce couple, il est vraiment hilarant et ils sont trop mignons, toujours en train de se jeter des fleurs. Et pour le coup, eux, ils m'ont beaucoup fait penser à Blake et Ryan. Autant Leighton et Adam, ils me faisaient penser à Sarah et Freddie. Autant là, Emily et John me font pas mal penser à Blake et Ryan parce que eux aussi sont beaucoup dans l'humour et dans les compliments envers l'un et l'autre. Mais ce qui est beau, c'est que cet amour, ils le donnent l'un à l'autre, à leurs enfants, mais aussi aux autres via des associations ou via par exemple la chaîne YouTube qu'il a fait pour aider les gens pendant la pandémie. Ils ont vraiment cette envie de donner de l'amour au monde finalement. On peut dire que c'est un couple au grand cœur. Et c'est aussi indépendamment 2 acteurs incroyables qui continuent à travailler et qui continuent à évoluer dans le métier et faire des nouvelles choses avec à la fois des casquettes différentes, directeur, producteur, écrivain. Bref, c'est un
power couple. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je dirais pas que ce couple c'est mon couple coup de cœur parce que comme j'ai dit, Layton et Adam, c'est pour l'instant c'est mon coup de cœur. On va voir les autres couples que je ferai d'ici la fin du mois. Mais je les trouve quand même assez incroyables et inarrêtables. Ce couple, c'est vraiment genre couple gold. Eux, pour le coup, John et Emily, ils ont vraiment eu des rôles qui ont marqué, qui marquent encore aujourd'hui et qui marqueront encore pendant très longtemps. C'est aussi à la fois des personnes très drôles. Je trouve que eux, pour le coup, c'est vraiment les contraires s'attirent et ils sont vraiment trop drôles et trop mignons ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez d'eux, si vous les connaissiez indépendamment, si vous saviez qu'ils étaient ensemble, je pense quand même. Mais dites-moi aussi quel couple vous pensez que je vais faire dans les prochaines vidéos. Il en reste plus que 2 avant la fin du mois. Et du coup, si c'est pas déjà le cas, suivez-moi. Activez la petite cloche pour pas louper les vidéos quand elles sortiront. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la playlist. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!